à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur le record de la traditionnelle vente aux enchères de sapins de Noël. Cet événement aura récolté plus de 155 000 € au profit d'Action Innocence. Nous dresserons un bilan d'étape du projet Info Rail Med, projet qui vise à améliorer la desserte ferroviaire entre Nice et Imperia via Monaco. José Sacré reviendra sur la présentation de la création de Maggie Marin à l'occasion du Monaco Dance Forum. Nous entrerons dans le ring de la jeune chambre économique de Monaco qui a organisé une nouvelle manifestation au Fairmont de Monte-Carlo. Et enfin, coup de projecteur sur l'exposition de Jean-Luc Amayenck à la Private Gallery. Mais avant de développer ces titres en ces fêtes de fin d'année, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II a reçu les enfants monégasques au Palais Princier. Suivant la tradition, les jeunes invités du Prince souverain ont pu prendre part à un goûter qui a été suivi par une distribution de jouets et de friandises. Le Prince Albert II a également rendu visite aux aînés monégasques. Il s'est rendu tout d'abord au Cap Fleuri pour une distribution de cadeaux, avant de se rendre à Akétouliné où des airs de Noël flottaient aussi. Les pensionnaires de la résidence ont reçu leurs présents avant de goûter à la traditionnelle bûche. Nous restons dans l'esprit de Noël avec cette vente aux enchères au profit d'Action Innocence à quelques pas de la place du Casino. Une vente aux enchères un peu particulière puisqu'il s'agissait de sapins de Noël. Sandrine Nègre et Olivier Bonello ont assisté à cette soirée organisée au cœur de l'hôtel Hermitage et en présence du prince souverain. Il s'agit d'un rendez-vous désormais traditionnel. Depuis maintenant 10 ans, les plus grandes maisons de Monaco, boutiques, associations et même artistes débordent d'imagination pour décorer un sapin en leur nom. Résultat, le défi est relevé puisque les 28 sapins présentés cette année offraient un joli mélange d'originalité, d'élégance et de luxe, des styles variés, des décorations recherchées qui ont fait monter les enchères, à l'image de celui-ci réalisé à partir de bois ramassés sur les plages ou celui qui proposait des soins de beauté. Je pense que c'est chaque année, mais on dirait effectivement que c'est chaque année mieux. Je pense que peut-être ça amuse les gens de le faire et puis je trouve que c'est vraiment un élan de générosité qui nous touche beaucoup. Et ils font un gros effort pour, faire chaque année quelque chose de différent et quelque chose qui peut plaire au public. C'est notre 10e vente de sapins. L'association, elle, existe maintenant depuis 12 ans. Et donc, on espère un chiffre rond et quelque chose qui va nous permettre de continuer notre activité pendant toute l'année. Moins de 2 heures plus tard, le verdict tombe. Cette vente de sapins a pulvérisé des records. 157 000 € ont été recueillis, grâce notamment au sapin du Club des résidents étrangers de Monaco, réalisé sur le thème de la naissance, un thème plus que d'actualité sur le rocher, adjugé à 25 000 €. Des coups de marteau pour la bonne cause donc, puisque cette vente aux enchères était organisée au bénéfice d'Action Innocence, qui œuvre tout au long de l'année en faveur de l'enfance. Nous avons une chargée de communication, nous avons des psychologues, donc il faut assurer les frais, un bureau qui avant nous était donné gracieusement et qui maintenant nous devons payer. Donc ces sapins sont vraiment pour nous une source de vie, disons. Les objectifs sont vastes. On essaye de protéger les enfants, de lutter contre le cyberharcèlement, de lutter contre les pédophiles, la pédopornographie sur Internet, enfin tous les comportements déviants qui malheureusement ne font que s'accentuer actuellement. Cette vente aux enchères a eu lieu sous le regard de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et du parrain de l'association Action Innocence, l'apnéiste Pierre Frolat. Et si cette soirée était organisée au profit de l'association, une partie des sommes récoltées ont d'ailleurs aussi été remises à la Fondation Princesse Charlène et au Centre de sauvetage aquatique. Je suis très honoré depuis des années de parrainer le combat d'Action Innocence, qui est une guerre quotidienne, une guerre contre la cybercriminalité. Je suis, je dirais, très ému et très touché que cette année, il y ait un sapin au profit de l'action que mène la Fondation Princesse Charlène et le Centre de sauvetage aquatique de Monaco, à savoir pouvoir nous permettre de financer toutes les actions que l'on fait pour les enfants. Je suis très ému, je suis même très surpris mais très content, vraiment très content.
La Fondation Princesse Charlène et le centre inauguré au Larvoto il y a tout juste un mois peuvent donc compter sur la somme de 6 000 € récoltée grâce au sapin en cristaux du Métropole Shopping Center. Coup de projecteur à présent sur ce projet qui réunit 3 pays, la France, l'Italie et la Principauté. Un projet qui se nomme Info-Rail Med et qui vise à faire évoluer la desserte ferroviaire entre Nice et Imperia. Plus de détails dans ce reportage. C'est sur un vaste sujet sur lequel bûche depuis 2 ans la région PACA, la Principauté et l'Italie. Info-Rail Med a pour objectif d'améliorer la desserte ferroviaire entre ces 3 pays. Un enjeu de taille quand on sait que pas moins de 30 000 personnes transitent chaque jour entre Nice et Vintimille et que Monaco représente le point le plus important avec 16 000 à 20 000 passagers quotidiens. De nombreuses questions, aussi bien techniques que juridiques, sont au centre de ce projet soutenu par l'Union européenne. La semaine dernière, les différents représentants de chaque pays se sont réunis pour faire un bilan d'étape et les résultats sont très encourageants. Le représentant de la Commission européenne qui nous a encouragés à aller dans ce sens-là pour la qualité des transports transfrontaliers, pour les différentes populations. Je rappelle que c'est entre la France, l'Italie et cimenté par la Principauté qui va jouer un rôle important dans la réalisation de ce projet. Ce projet permettra ainsi de faire évoluer la desserte ferroviaire entre la région PACA et la Ligurie. Plusieurs aspects ont été abordés tels que la tarification unique, la coordination des horaires ou encore la création d'une gouvernance commune. On est en train de travailler sur quelque chose d'important qui va permettre de donner de la pérennité à ce que nous sommes en train de faire. C'est la mise en place d'une gouvernance commune avec la région Ligurie, avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et avec la Principauté de Monaco dans un GECT, donc une gouvernance européenne transfrontalière qui permettra également de contribuer financièrement à l'évolution de l'offre et puis à terme, j'espère, nous aurons peut-être des trains transfrontaliers interopérables, c'est-à-dire qui circuleront de part et d'autre sans rupture de charge, c'est-à-dire que les personnes resteront à bord de ce train. Dès janvier, ce projet Info-Rail Med s'affichera en gare de Monaco afin de communiquer sur l'offre de transport. Les correspondances pour l'Italie seront notamment affichées. Des nouveaux dépliants seront également disponibles en français et en italien. Retour sur le Monaco Dance Forum qui a débuté le week-end dernier en Principauté. Aujourd'hui, José Sacré vous fait découvrir la création de Maggie Marin. Reportage. Elle est l'une des chorégraphes les plus importantes de la danse française, plusieurs fois invitée par Jean-Christophe Maillot lors de précédents Monaco Dance Forum. Maggie Marin a présenté cette année une création intitulée Beat, un spectacle conçu par Maggie Marin. Pourquoi pas une chorégraphie de Maggie Marin ? Parce que c'est pas seulement une chorégraphie, c'est-à-dire qu'il y a de la chorégraphie dedans, mais depuis plusieurs années déjà, je travaille aussi théâtralement, alors ça pose des malentendus, disons. Quand j'écris chorégraphie, les gens pensent qu'ils vont venir voir une pièce dansée, très dansée, principalement dansée. Et parfois c'est arrivé que non, en fait, même quand on est venu la dernière fois, Salve, il y a 2 ans, c'est pas une pièce forcément dansée, bien qu'il s'agit des corps dans l'espace et du temps aussi. Donc ça, on est quand même des danseurs avant tout. On n'a pas vu le spectacle à l'heure où nous parlons, on en a vu un court extrait, un extrait plein d'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça, oui. Cette pièce-là est plus dansée que d'autres, on peut dire ça comme ça. Pas constamment sur toute la longueur de la pièce, mais oui, c'est une pièce qui était vraiment basée sur le rythme et sur la farandole en fait. Et donc on a beaucoup travaillé ça en fait. Et c'est beaucoup sur l'énergie, sur la dynamique et l'énergie de la force de vie. Comment vous travaillez ? À partir de la musique ou bien est-ce que la musique évolue et est composée en fonction de l'avancement de votre travail à vous ?
C'est un chemin parallèle en fait, avec des moments de rencontre et des moments de séparation. Et pour toutes les pièces, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que le musicien en général assiste beaucoup au travail. Moi je travaille beaucoup dans le silence et avec un métronome. Et puis le musicien assiste à ce travail-là pendant longtemps et puis il s'isole un petit peu et il revient avec des bribes, des fragments et il essaye ces fragments sur ce qu'on a fait. Donc ça se construit vraiment en même temps, je pense, en même temps que la pièce. Un mot à présent sur ce nouvel événement organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. La semaine dernière, Get in the Ring proposait à des startups innovantes de s'affronter sur l'estrade afin de convaincre des investisseurs. Le tout dans une ambiance très conviviale. Vanessa Dessy vous en dit plus. On cherche un investissement de 300 000 €. Monter sur un ring pour défendre ses idées, un événement unique permettant à des startups innovantes de convaincre des investisseurs. Ouvert à tous, cette manifestation organisée par la Jeune Chambre économique de Monaco aura permis également aux spectateurs de voter pour leur projet favori. Le principe, c'est 8 startups parmi les plus innovantes localement qui vont s'affronter sous forme de 4 duels de joutes oratoires face à un jury d'investisseurs. Ils seront 5 investisseurs face à eux et ils vont leur poser des questions pour approfondir leur projet. Eux vont devoir les convaincre. À chaque fin de battle, il y aura un vainqueur qui sera désigné et les 4 champions qui auront été désignés à la suite des battles seront face au public et face au jury pour répondre aux questions. Le phénomène est unique en principauté puisqu'il s'agit d'une première édition. Mais à l'étranger, le concept est très connu depuis de nombreuses années. Plus de 50 pays ont déjà organisé l'événement. La JCE, toujours très dynamique, a su s'emparer du projet. C'est assez ahurissant le succès de ce phénomène. C'est vrai que nous, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur du concept, qui est monsieur Hendrik Alb, qui est donc néerlandais et qui a certaines attaches avec la principauté. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est là qu'il m'a parlé de ce concept et je me suis dit, la Jeune Chambre économique, dans notre dynamisme et dans notre volonté d'innover, on est vraiment l'entité qu'il faut pour pouvoir importer ce concept qui fonctionne dans de nombreux pays. Alors étonnamment, c'est vrai que dans les pays francophones européens, il n'y a pas encore eu des éditions, notamment en France, il n'y a jamais eu d'édition. On est la première édition, donc on prend de l'avance et on est vraiment innovant sur ce concept. Mais il y a eu des très gros succès avec des partenaires de très haut vol, des investisseurs qui sont dans le jury mondial, qui sont vraiment des personnes de très grande qualité. Et ça prouve bien qu'il y a un vrai écosystème des startups qui est en train de se mettre en place au niveau européen et également au niveau de Monaco à travers tout ce qu'on a pu essayer d'organiser depuis le début de l'année. Le champion de Monaco sera donc sélectionné pour participer à la finale d'Europe du Sud de cette compétition. Cela avec pour objectif la finale mondiale 2015 et l'espoir de lever 1 million €. Avant de refermer ce journal, prenons la direction de la Private Gallery pour découvrir le travail de Jean-Luc Amayenc. L'artiste y expose ses toiles représentant des bêtes sauvages. Le reportage de Patricia Navarro. Sa passion pour le dessin et la peinture remonte à l'enfance, mais ce n'est que depuis quelques années qu'il consacre la majeure partie de son temps libre à la création artistique. Employé le jour au Café de Paris, Jean-Luc Amayenc peint la nuit ou lors de ses congés. Son imaginaire est peuplé d'animaux sauvages. Je cherchais en fait une décoration animalière et je me suis dit pourquoi pas la faire moi-même. Et c'est de là que tout a commencé. Aimant bien les animaux, la nature, aimant bien les ambiances. Donc j'essaye de mettre les animaux en scène dans des décors qui sont plus ou moins naturels. Non pas que je ne veuille pas faire dans les animaux domestiques, mais j'aime bien les animaux sauvages dans leur cadre ou alors simplement posés sur la toile avec un fond juste uni. Et c'est vrai que les animaux sauvages ont une particularité, c'est d'abord qu'ils sont sauvages. Lorsque vous voyez un aigle prendre son envol qui passe au-dessus de votre tête notamment, vous avez un décor de montagne, c'est quelque chose qui vous dresse le poil. Donc j'essaye de traduire ça, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Au fur et à mesure, bien sûr, il y a de l'amélioration et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour nourrir ses créations, Jean-Luc Amayenc s'inspire de ses voyages. Chacun de ses tableaux demande de longues et minutieuses heures de travail.
J'essaye de faire en sorte que les ombres soient créées pour justement refaire sortir le relief de l'animal. Et après, une fois que j'ai fait mes fonds, etc., je fais les détails. Donc les détails consistent à faire les poils, etc., donc avec des pinceaux particuliers, ce qui représente en effet pas mal de temps et pas mal de boulot. Il est vrai qu'on s'évade, on est ailleurs, donc, et on est totalement présent dans ce qu'on fait, on est concentré sur ce qu'on fait, et je trouve ça extraordinaire. Jamais par le passé, Jean-Luc Amayenc n'avait quitté son atelier et exposé son travail. Après cette première à la Private Gallery, il envisage maintenant de revivre cette expérience plus fréquemment pour pouvoir échanger avec le public autour de son art. Voilà donc pour l'exposition de Jean-Luc Amayenc, une exposition à découvrir donc à la Private Gallery jusqu'au 31 janvier. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Confirmation de l'amélioration du beau temps jeudi. Les températures seront clémentes. Il fera 12 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. Soleil assez doux, légèrement voilé. Le mercure sera en légère hausse vendredi. Le début du week-end s'annonce ensoleillé avec de belles éclaircies prévues samedi. Le premier jour de l'hiver sera tout aussi lumineux avec des températures encore automnales. Il fera 16 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez La Ligne Verte, votre magazine consacré à l'environnement, présenté par Sandrine Nègre. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.